Bonsoir, messieurs, dames. Je suis ravi de voir cette salle Touchard remplie de tous ces spectateurs habitués ou qui vont découvrir le cadeau. Je suis ravi aussi de cette 10e présentation de saison et je voulais la dédier à un compositeur de musique, à quelqu'un qui m'accompagne de longue date pour mes créations et qui s'appelle Monsieur Cyril Giroux. C'est très important la musique dans les spectacles, c'est l'âme du spectacle, c'est aussi le cœur qui bat, c'est ce qui nous donne le rythme et c'est ce qui nous donne l'inspiration. Toutes les musiques que vous allez entendre ce soir sont des créations de Cyril. Ils ont accompagné les spectacles comme Mademoiselle Julie, La vie est un songe, La légende d'une vie, etc., etc. Je vous laisserai les découvrir les uns après les autres. D'abord, vous rappelez ce que c'est le cadeau. Le cadeau, c'est un centre national de création Orléans-Loiret. C'est un lieu qui est fait pour donner envie d'aller au théâtre, pour vous faire retrouver le chemin du théâtre, pousser les portes du théâtre. Et ce lien entre vous et nous, sur le plateau, c'est quelque chose qu'on essaye de rendre le plus fidèle possible et vous nous le prouvez bien. Le cadeau existe depuis plus de 30 ans. Depuis plus de 30 ans, les cars sillonnent le département. Oh, il y a du pollen dans l'air. Et ces cars nous accompagnent les spectateurs d'une façon écologique, mais aussi agréable, puisque vous avez le partage de l'aller et le retour où vous pouvez échanger sur le spectacle que vous venez de voir. Mais ce n'est pas que ça, le cadeau. Le cadeau, c'est aussi une action hors les murs, des présentations de saison dans tout le département, des liens avec plus de 80 délégués. Les délégués, ce terme a l'air un peu officiel. Pour moi, c'est des amis de cœur. Ce sont des gens qui sont sur le territoire et qui sont nos représentants. Ce sont eux qui accompagnent les abonnés, qui enclenchent l'envie d'abonnement, qui parlent des spectacles et qui sont nos ambassadeurs. Donc ces délégués, je sais qu'il y en a beaucoup ce soir, du fond de cœur, je les remercie. L'autre chose aussi, c'est que le cadeau, c'est une équipe. On n'est pas bien nombreux, c'est pas énorme, on est 6. Mais à 6, on fait quand même un beau travail de fidélisation, de lien entre les artistes et les spectateurs. On propose des bords de plateau, on propose des bords d'écran avec le Ciné Club des Carmes à Orléans. On propose aussi plein d'autres choses dont je parlerai un peu plus tard. Ce que je voulais vous dire, c'est que c'est très impressionnant toujours de venir parler de la saison prochaine, d'un futur qu'on espère magnifique, avec une floraison extraordinaire, alors qu'on vient simplement de quitter les artistes de cette saison et qui nous ont donné tellement de plaisir. Cette saison a été particulièrement touchante, avec des rencontres et aussi des artistes généreux qui ont foulé ce plateau, mais aussi la salle Vitesse, plus petite, 200 places. Là, vous êtes 906 ce soir. Donc, vous expliquez qu'on dit au revoir d'une certaine façon à la saison qui vient de se finir et qu'on dit un gros clin d'œil et un gros hello à ceux qui vont arriver à partir du mois de septembre. Vous dire aussi que je suis là pour donner la parole à des personnes qui nous sont chères, tellement chères qu'il va falloir les annoncer. Donc je vais demander à Laurence Bellet, vice-présidente du conseil départemental, présidente de la commission culture, attractivité territoriale et démographie médicale, de nous rejoindre. Ainsi que, plus simple, William Chancerelle, adjoint à la culture. Merci d'être là, Laurence. C'est un plaisir tous les ans de venir vous retrouver, et dans le département, et ici, au Théâtre d'Orléans. Merci à vous de nous convier à vos côtés. Je prends un petit peu la parole, 2 minutes, pas plus, puisqu'on se la partage avec William. Mesdames, Messieurs, chers amis du théâtre, une fois encore, ravi de vous voir aussi nombreux pour cette présentation de saison que j'ai la grande joie de partager avec Christophe, avec qui nous partageons plusieurs saisons, puisque je suis représentante de Marc Godet, le président du département, pour un 2e mandat. C'est dire si nous avons déjà partagé cette scène pour ce moment si précieux.
et je suis ravie d'être aux côtés de William Chancerelle qui représente la ville d'Orléans. Plus qu'un simple partenariat pour cette programmation artistique, cet accompagnement du département est l'expression de notre engagement profond envers les territoires et notre volonté affirmée de faire de la culture un bien accessible à tous. Dans notre politique culturelle, le cadeau occupe une place centrale en tant que lieu de rencontre, de dialogue et de partage. Nous sommes convaincus que la culture doit être un levier d'émancipation et de cohésion sociale, un pont entre les différentes communautés qui composent notre département. Et c'est pourquoi je profite de ce petit moment de temps de parole pour remercier cette année encore Christophe et toute son équipe, pour vous remercier, vous, les ambassadeurs délégués, je crois au nombre de 80, c'est ce que nous entendions dans les coulisses, devenus pour certains spectateurs. Ce sont, grâce à vous, de multiples actions entreprises auprès de différents publics, en collaboration avec différentes structures culturelles et associations. C'est ainsi que la flotte de cars, dont on parlait aussi tout à l'heure, maille nos territoires, et c'est une solution économique et écologique. L'action du cadeau est une vraie mission de service public que nous partageons auprès des jeunes et des personnes quelquefois empêchées. La saison prochaine reflète notre ambition commune, une programmation diverse, audacieuse et surtout inclusive. Elle invite déjà à la découverte, à la réflexion ou à l'émerveillement. Alors ensemble, tous, je nous souhaite de continuer de faire du cadeau un lieu vivant, ouvert, accessible, au service de tous les Loiretains. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chère Laurence. Je vous propose de commencer par la fin. Je vous propose de commencer par applaudir Christophe Lidon et toute son équipe formidable du cadeau. Voilà, pourquoi on l'applaudit? Parce que Christophe, depuis plusieurs années, je ne vais pas dire combien, parce qu'on va finir par croire que tu fais partie des meubles, mais est un enchanteur. Christophe Lidon, c'est quelqu'un qui, avec pas grand-chose, arrive à faire des merveilles et chaque année à renouveler cette magie. Et je vous jure, on était dans les coulisses avec Laurence il y a quelques instants et on était derrière, on avait ce sentiment un peu étrange que derrière, il y avait une foule immense. Et tout ça, c'est le travail acharné d'année en année d'une équipe qui y croit, qui en veut. Il paraît que les gens sortent plus de chez eux, il paraît que les gens passent leur temps à regarder Netflix, qu'ils n'ont plus envie de se rencontrer les uns les autres. Je crois que vous en êtes le criant témoignage. Effectivement, on ne sort plus de chez soi, on n'a plus envie de prendre un car pour venir au théâtre, on n'a plus envie de rencontrer les autres. Et voilà, merci pour ça, mon cher Christophe, de démontrer le contraire. La ville d'Orléans est un soutien historique, elle le restera, tu le sais, on en parle régulièrement. Pourquoi? Parce qu'on a une chance absolument incroyable. Tous les ans, nous avons ici, au Théâtre d'Orléans, plusieurs labels qui nous proposent de très belles choses, et nous avons un cadeau qui nous propose de la création. La création, ça veut dire que Christophe Lidon, voilà, va prendre un texte, va le travailler avec son équipe et va vous proposer quelque chose de nouveau. Va vous proposer de la diffusion, c'est-à-dire des spectacles qui existent ailleurs en France, mais qui vont venir ici jouer à Orléans, avec des très grands noms, et cette année encore, voilà, ça n'échappe pas. Et pour 2 semaines. Et pour 2 semaines. Et donc que vous pourrez rencontrer dans les rues d'Orléans. Et je le dis parce que j'ai croisé Sarah Giraudot il y a quelques semaines quand elle est venue, qui vous propose des temps intimes aussi avec des grands comédiens qui sont là pour vous, qui sont là pour le cercle. Et puis surtout qui vous propose de venir ici, de venir à la place des comédiens et de comprendre ce que c'est que l'expérience du théâtre. Il n'y a rien de plus important que le spectacle vivant. Moi, c'est vraiment, depuis que je suis adjoint à la culture de Serge Rouard, c'est mon credo, c'est mon cheval de bataille. Comment est-ce qu'on fait pour continuer à se rencontrer, pour vivre une expérience culturelle?
Et ben, je crois que vous en êtes les vivants exemples. Et si vous êtes si nombreux chaque année, ce n'est pas un hasard. Donc merci pour tout ça, monsieur l'Enchanteur. Je vous souhaite vraiment une excellente soirée. Je sais que vous serez encore très nombreux cette année. Continuez à parler du cadeau, même si les abonnements sont déjà sans doute presque complets. Mais... Ça, c'est ce qu'on essaye de faire croire. On croise beaucoup de gens qui disent de toute façon, ça ne sert à rien de venir, c'est déjà plein. Mais c'est faux. C'est faux. Bien sûr, on a besoin absolument des nouveaux publics, des nouvelles curiosités et de votre curiosité. Donc parlez du cadeau et ça sera sans mauvais jeu de mots, mais vraiment un cadeau que vous ferez aussi aux gens que vous connaissez, parce que franchir la porte d'un théâtre, c'est déjà changer d'atmosphère. Merci pour tout. Merci. Allez, c'est parti. Pour le premier spectacle de la saison, je vais vous demander d'accueillir Valérie Allan, Nathalie Lucas et Armand Éloi. Nous sommes là pour parler du Roi Semeur, Eugène Ionesco, la création de la saison prochaine. Un texte iconique, un texte si important dans l'histoire du théâtre. En 2 mots, Ionesco l'écrit à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Il est choqué, il est malade et il écrit en 15 jours cette pépite. Pépite que Michel Bouquet a joué plus de 800 fois et qu'on s'autorise avec une troupe de chœur à réinterpréter, peut-être à réinventer. Valérie, vous pouvez nous parler un peu de cette écriture si étonnante ? Bah oui, c'est une écriture très folle, je dirais, et qui a une profondeur dingue et en même temps avec une forme très drôle, très absurde, mais avec une grande clarté. C'est-à-dire que par exemple, dans Le Roi Semeur, la langue n'est pas tout à fait la même que dans les pièces comme La Cantatrice Chauve, où là on est vraiment dans une absurdité de la langue, dans les répétitions, dans le non-sens. La langue du Roi Semeur est claire, drôle, humoristique, très poétique, et donc elle sert un propos qui peut être un propos a priori assez grave sur des interrogations existentielles de Ionesco, mais qui traite ces interrogations-là par le rire et par voilà, à la fois une poésie et un humour fou, quoi. Juste une petite chose, on parle d'un despote, d'un monarque qui est en fin de parcours. Il a juste oublié de se préoccuper de ce qui l'entourait, la planète, l'environnement, la nature. Je ne sais pas pourquoi ça résonne dans plein de choses dans ma tête, mais du coup ça m'a donné envie de toucher à ce texte parce que je me suis dit, c'est vrai qu'Ionesco racontait une période troublée et c'est vrai que peut-être cette période se reproduit de nouveau. Alors on a besoin des mots de l'auteur pour rire, parce que le rire c'est ce qui nous amène à échanger sur un plateau. Et là c'est vrai que c'est une famille de théâtreux, des gens qui ont l'habitude de travailler ensemble. Par exemple Armand, vous pouvez nous raconter un peu, puisque vous étiez là il y a 2 ans dans l'île des Esclaves et qu'on a un plaisir à vous retrouver. Oui, bah c'est un plaisir grâce à la fidélité de Christophe de retrouver cette, tu as dit troupe de chœur, et c'est vrai que c'est une équipe formidable. On a été très heureux ici avec l'île des Esclaves. On sait jouer ensemble, s'écouter, respirer ensemble. Et le théâtre, c'est ça. C'est pas que des prestations, c'est pas que des performances. C'est beaucoup d'écoute et beaucoup d'amour entre les interprètes. Et puis c'est formidable de vous retrouver vous aussi. C'est vrai que cette pièce, elle a ça d'étonnant,
c'est qu'elle demande une certaine connaissance à la fois d'un théâtre classique et à la fois d'une certaine expérience de cette langue, de ces images impressionnantes, puisque toute la planète, tout le royaume est en train de se défaire, de se décomposer. Au niveau du théâtre, c'est très intéressant à faire. Vous imaginez bien que pour un metteur en scène, c'est passionnant de raconter une planète qui est en train d'imploser. À la fois, c'est passionnant de le faire au théâtre, hein, c'est tout. Mais c'est vrai que ça nous oblige à avoir une inventivité et une créativité que je trouve vraiment forte. Et puis, on a l'héroïne de l'étape, Nathalie Lucas, puisque là, je suis vraiment très content et ça me fait très plaisir quand Nathalie, qui est de Beaugency, se retrouve sur le plateau du théâtre d'Orléans. Qu'est-ce que ça fait alors, cette spirale spatiale? Je suis extrêmement touchée d'abord de pouvoir jouer ici le spectacle Le Roi se meurt, parce que je suis originaire donc de la région et ma famille depuis de très nombreuses années était présente à Mains-sur-Loire depuis plus de 500 ans et j'ai eu la chance de faire le conservatoire ici il y a quelques années maintenant. Je rêvais à ce moment-là évidemment de jouer sur une aussi belle scène et plus de 30 ans après, c'est aussi et toujours un rêve que de jouer sur scène. Et ce théâtre est tellement magnifique et c'est un honneur pour moi de pouvoir jouer ici et j'en suis vraiment, vraiment très touchée. C'est vrai que Ce Roi se meurt, fallait trouver des liens qui étaient presque des liens familiaux. Et que vous allez voir, ce qui est étrange cette année, c'est que les spectacles que j'ai sélectionnés pour la programmation ont tous ce fil rouge, c'est-à-dire le principe d'une famille. Les spectacles parlent beaucoup de familles, parlent beaucoup des gens, les familles de cœur ou les familles de sang, mais c'est peut-être aussi parce qu'on est dans une période où on a besoin un peu de se réunir, on a besoin un peu de la chaleur de son entourage. Il y a peut-être quelque chose d'un tout petit peu rassurant d'être avec les gens qu'on aime, et c'est vrai que de spectacle en spectacle, je vais vous reparler de ce lien familial, famille choisie, comme là par exemple, famille royale, avec deux reines, parce que ce roi, il lui en fallait au moins deux, avec cette gouvernante... C'est une de trop, moi je le dis. Une de trop, oui, c'est souvent le cas. Et avec ce garde fidèle, avec un médecin fantasque, on va essayer non seulement de vous amener ailleurs, dans le royaume de Ionesco, mais aussi de vous faire repenser à toutes les valeurs d'une étape dans la vie et d'une vie qui s'écoule petit à petit, mais qui a le plaisir dingue de s'enrichir au fur et à mesure. Et ça, pour cela, ce rendez-vous, c'est en septembre, pour la création du Roi se meurt. Merci beaucoup. Merci Christophe. Comme ardent. Le prochain spectacle, je vais vous parler d'une icône, de quelqu'un qui nous a fait rêver au cinéma comme au théâtre. Elle a cette voix étrange, elle a ce physique ciselé. On est très fiers d'accueillir Fanny Ardant au Théâtre d'Orléans. Elle sera là pour un spectacle sur la passion amoureuse. On a l'impression qu'elle est la meilleure interprète pour ce sentiment. La passion amoureuse, c'est ce qui la nourrit depuis toujours en tant qu'artiste, mais c'est aussi ce qu'elle va nous raconter. Une femme passionnément amoureuse qui va se battre contre sa famille, une fois de plus, pour pouvoir vivre librement sa passion. Je vous propose d'écouter Fanny Ardant. L'art prend la place que l'amour a laissé libre. Si on est très très amoureux, mais on s'en fiche du monde entier. On n'a pas envie d'argent, on n'a pas envie de pouvoir. Avec l'amour, on a tout. J'ai joué une pièce qui s'appelle « La blessure et la soif », écrite par Laurence Plasnet. Dans cette pièce, je suis la duchesse de Clermont. Quelle est son histoire? Cette femme qui était bien mariée, des enfants, une maison, une position. Elle connaît ce qu'on appelle exactement le coup de foudre. Et comme ça avait été une femme qui avait été élevée religieusement, elle connaissait aussi le rapport à Dieu et la loi de Dieu.
Et qu'aimez-vous dans ce personnage? Elle est vivante, elle ne se repose pas sur ses lauriers, il y a quelque chose en elle qui la brûle. Elle mourra avec, comme si elle était intacte. Qu'avez-vous envie de faire ressentir? Je voudrais qu'il dise j'ai envie de vivre. Parce que moi, c'est ça, quand je sors d'un film ou d'une pièce. Même si on m'a parlé d'une fatalité désespérante, il y a quelque chose en moi qui fait c'est passionnant de vivre. Et quelques mots sur l'accompagnement? J'étais très bien entourée dans ce spectacle. J'ai beaucoup aimé travailler avec eux. Leur intelligence de ce texte, de ce personnage. Ouais, il y a un grand musicien que j'aime, qui est Armand Amar. Il fait une musique magnifique. Tout ça mené de main de maître par Catherine Schaub, qui est mon metteur en scène. Votre rapport à la scène? J'avais une sorte de rapport amour-haine pour le théâtre. C'est très fort, le théâtre. Tout d'un coup, c'est comme si vous tombiez malade. Une fois que je sors du théâtre, je dis plus jamais. Et puis, comme ces maladies, justement, les fièvres, quartes, tierces, ça revient. Là, je suis à un moment où je suis très contente. Tout en me souvenant que j'avais dit jamais plus. Heureusement. Pour le troisième spectacle de la saison, je vais vous demander d'accueillir Rudi Milstein et Zoé Bruno. Bonsoir. 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 Zoé, Allô. Rudi, on est très heureux de vous accueillir. Rudi, qu'est-ce que ça fait d'avoir 2 Molières d'un coup, le meilleur spectacle comique et le meilleur auteur contemporain? Ça doit être passionnant comme sensation. Bah, ça fait hyper plaisir. Parce que c'est vrai que globalement, la vie, quand on monte une pièce, ça se passe souvent très mal. C'est souvent, nos vies ne sont faites que d'échecs et de murs et de portes qui se ferment. Donc quand il y a un truc qui se passe bien et qui marche, bah, c'est un cadeau, quoi. Donc on en profite, ouais. C'est cool. Non, mais globalement, c'est vrai que depuis le début avec la pièce, voilà, avec les spectateurs, ça se passe hyper bien. Et c'est marrant parce que je fais juste un petit truc. J'ai reçu là sur le chemin un message d'un spectateur qui me dit, je suis allé voir une spectatrice, je suis allé voir la pièce là la semaine dernière, et elle me dit, pendant la pièce, je me suis rendu compte que j'étais dans une relation toxique. Et du coup, j'ai quitté mon mec. Donc si vous avez des doutes, venez. La pièce s'appelle « C'est pas facile d'être heureux quand on va mal ». Bon, ça se voit, d'un autre côté, ils n'ont pas l'air d'aller très bien. Ça parle d'une ultra-moderne solitude, une expression qu'on connaît, mais on a envie d'être amis avec ce groupe d'amis, on a envie de les fréquenter. C'est un groupe de personnes qui vont aussi bien qu'ils vont mal, c'est un groupe de personnes qui mélangent leur difficulté de vivre et leur envie de vivre et leur appétence de vie. Et ce qui est génial, c'est que nous, on n'a qu'une envie, c'est d'être amis avec eux. Et Zoé, bon, on va le dire, moi, on se connaît parce que vous êtes la fille de Robert Hirsch dans La Serva Amorosa que j'ai montée il y a quelque temps avec Claire Nadeau. Et depuis, vous avez fait un parcours magnifique. Et je vous retrouve dans ce spectacle. Et je me dis, comment on se retrouve dans cette bande de copains? Est-ce que c'était des acteurs qui se connaissaient avant? Est-ce que vous avez eu plaisir à rencontrer Rudi? Je ne sais pas du tout comment ça s'est construit. Bah, on s'était déjà rencontrés avec Rudi auparavant. On avait des copains en commun et on est devenus très copains. Et on a travaillé sur diverses choses à l'écriture et au jeu. Et il m'a proposé cette pièce que j'ai évidemment adorée à la lecture. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer sur le spectacle les 3 autres comédiens qui sont Nicolas Lombreras, Erwan Terené et Bayard Reaz. Et on est devenus une grande bande de copains, tous les 5.
On s'aime beaucoup. C'est vrai que quand on voit le spectacle, on se dit comment vous avez raconté l'histoire aux comédiens qui interprètent les personnages, parce que c'est pas simple, c'est toujours le noir et le blanc, yin et yang. Il y a autant de scènes qui ont l'air tendues et dont le sujet est sérieux, et à la fois c'est toujours traité à l'envers, dans une extrême comédie, très très drôle. Comment on construit tout ça ? Ben, je voulais parler de gens qui allaient mal, quoi. Je voulais parler de nous, de nos vies. Mais je vais bien, je suis pas dépressif, même si on dirait que depuis le début. Mais ouais, je voulais parler de ça, mais avec beaucoup d'humour et de légèreté, mais de toutes les relations toxiques, de tout ce qui va pas dans nos vies, de tous les gens que j'ai rencontrés que j'aimais pas, et je voulais un peu me moquer d'eux aussi, quoi. C'est vrai que c'est réussi parce qu'une fois de plus, quand on voit le spectacle, c'est ce que je vous disais, on n'a qu'une envie, c'est de rentrer dans leur bande d'amis. On n'a qu'une envie, c'est d'échanger avec eux les points de vue qui sont toujours excessivement poussés au maximum, très énervés, très sûrs d'eux, etc. Et en même temps, des périodes de totale dépression où ils se doutent de tout. C'est vrai que je voulais moi connaître comment ça se passe quand vous êtes en représentation. Est-ce que vous avez cette complicité qui agit ou est-ce que ça se joue comme un spectacle autre qui est la découverte du partenaire? On a tellement l'impression que vos liens sont tricotés. Donc je voulais savoir comment ça se construisait un peu au niveau du plateau. Au niveau du plateau, alors la pièce est construite de telle manière qu'on joue les scènes s'enchaînent, on est rarement plus de 2 par scène, donc c'est vrai que les rapports se sont tissés très très facilement, on travaille à 2 et puis après en coulisses, là pour le coup il y a des rapports qui se sont créés beaucoup plus, pas intimes, profondément intimes, mais on s'est beaucoup complétés les uns les autres, beaucoup écoutés, et je pense que la pièce nous a permis aussi de nous confier les uns aux autres et d'avoir une espèce de grande intimité qui se retrouve certainement sur le plateau. Et souvent, on nous a dit on a l'impression que vous connaissez par cœur, que vous êtes meilleurs amis dans la vie. Et c'est un peu devenu le cas. On s'entend très, 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 très bien, mais c'était pas le cas à l'origine. Ça s'est créé sur le plateau. Ça a été construit avec le spectacle. Est-ce qu'il risque d'y avoir des suites avec ces personnages ? Il y a une adaptation en film, donc là on bosse dessus et ça c'est trop cool. Et après, j'ai envie de parler, pourquoi pas, de parler encore de ces gens qui, en fait, c'est tellement inépuisable comme source d'inspiration, les gens qui vont pas bien. Alors, vous voyez, ce qui est rigolo, c'est que dans cette façon de raconter un peu l'histoire, on pourrait penser à une espèce de Woody Allen à la française. C'est-à-dire que vraiment, c'est presque instinctif. On se dit, ah oui, c'est un petit peu comme Woody Allen avec ces gens dépressifs qui se baladent à New York, etc. Et le spectacle, c'est pas du tout ça. Parce que autant Woody Allen va chercher dans la psychanalyse tout ce qui le construit, et on sent bien que c'est ce qui l'a amené à créer ses œuvres au cinéma, comme les pièces de théâtre qu'il a écrites. Alors que Rudy, c'est plus retors, parce que ça passe pas par la psychanalyse, ça passe plus par l'observation et le fait qu'on se retrouve vraiment presque ausculté. On se dit, mais il a passé des années à nous regarder pour nous ressortir ça. Et c'est ça qui fait qu'en tant que spectateur, on a un plaisir dingue, c'est qu'on est complice de son intrusion dans notre intimité. J'ai été élevé par une mère folle, donc c'est vrai que ça aide à... C'est pas filmé, on est d'accord, elle peut pas avoir accès à cette vidéo de ce que je viens de dire. Ah mince, non pas du tout. Bonjour faux. Maman Rudy. Non mais c'est vrai que ça aide. Ça aide très petit, on est formé à observer tout pour s'en sortir, quoi. Donc ouais, ça vient de là, ouais. D'accord. Merci beaucoup. Je l'aime beaucoup, hein. On s'entend très bien. Hein. Dites-lui, il y a une caméra en salle. Ça fait 20 ans que je fais de la psychanalyse et maintenant je l'adore. Merci infiniment d'être venu nous parler de... Merci. C'est pas facile d'être heureux quand on va mal. Merci beaucoup.
Pour le 4e spectacle de la saison, je vais vous demander d'accueillir Claire Nadeau. Bonsoir. Bonsoir Claire. Bonsoir Christophe. Bon, juste pour dire la vérité, Claire Nadeau, pour moi, restera toujours la femme de Robert Hirsch dans la Serva Amorosa que nous avons créée. Et d'ailleurs, Zoé Bruno, qui était là juste sur ce canapé avant et qui a l'honneur d'être la fille de Claire, jouait aussi sa fille dans la Serva Amorosa. Donc, étrangement, on est toujours dans la famille et la famille de théâtre qui se retrouve à parler de la famille, le spectacle de Samuel Benchetrit. Oui. Le spectacle de Samuel Benchetrit, qui s'appelle La famille, vous en êtes la mère. Oui. J'ai envie de dire le personnage central. Bien sûr. Forcément. Autour duquel tout satellise. Bien sûr. Et entre autres 2 fils qui ont des problèmes relationnels. Oui, c'est ça. C'est une famille qui fonctionne très bien et pas du tout, en fait. Les parents sont très aimables, très aimants. Les 2 fils, chacun de son côté, ça se passe très bien, sauf qu'entre eux, ils se détestent. C'est embêtant. Voilà. Et donc, il y a un repas au cours duquel il doit se résoudre un gros problème. Et ils ne se voient jamais, ni les uns ni les autres. Et là, ce soir-là, il faut vraiment se retrouver tous ensemble. Il y a quelqu'un qui est appelé par sa famille, hein, je vous le dis tout de suite. Merci de raccrocher ou de dire que vous êtes occupé. En ce qui concerne Samuel Benchetrit, on a eu le plaisir de voir son écriture et d'entendre son théâtre avec Maman, avec Vanessa Paradis. Il a une façon très particulière, très intime, de raconter quelque chose qui a l'air tout droit et de développer tous des chemins de traverse. Et de façon étrange, quand j'ai vu ce spectacle, je me suis dit, bon, là c'est clair que c'est un miroir qui nous est tendu. En effet, les réunions de famille ne sont pas toujours idylliques. Elles sont même de temps en temps redoutées. Et c'est vrai que dès le départ de la pièce, vous témoignez de ça. Vous dites, je suis un petit peu angoissé. Oui, parce qu'ils ne se voient jamais, en fait. Les enfants fuient le foyer parental et les parents ne comprennent pas très bien pourquoi, mais enfin bon, on le saura petit à petit. Voilà. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y en a un qui a quelque chose à demander à l'autre. Voilà. Et que cette demande ne pourra pas se passer bien. Et moi, j'ai l'impression qu'en tant que mère, elle a quand même des intuitions et que dans le spectacle, elle annonce tout de suite qu'elle ressent les choses et qu'elle a des antennes qui disent que la soirée va être mémorable. Ben oui, c'est une mère. Oui, elle sent bien qu'il y a des tensions et elle ne sait pas pourquoi, en fait. Et au fur et à mesure du dîner, enfin du repas qui n'aura pas lieu d'ailleurs, avant le repas, elle se rend compte des rapports de ses 2 fils, chacun avec l'autre, ce qu'elle ne soupçonnait pas du tout. Donc c'est une révélation, un peu. Et vos 2 fils, ce sont François-Xavier de Maison et Patrick Timsit. Voilà. Et ce sont 2 acteurs qui ont l'habitude de faire du seul en scène, qui sont des humoristes. Moi, je voulais savoir comment on travaille avec ces acteurs qui se retrouvent à partager un plateau, une partition. On se retrouve comme avec des acteurs dans une pièce, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment eu à cœur de travailler leur texte à mort, de travailler les rapports entre eux, avec les parents, etc. On n'avait pas du tout l'impression de 2 stand-uppers qui venaient faire leur numéro, quoi, pas du tout. Donc c'était super agréable, quoi. C'est vrai, quand on voit le spectacle, une fois de plus, je vous le disais, bon, évidemment, il y a le plateau, il y a les acteurs dont je viens de vous parler, il y a Claire qui sait très très bien manier le sourire, l'ironie, etc. Il y a aussi cette écriture de Samuel dont je vous reparle, parce qu'elle me semble tout à fait contemporaine, tout à fait précise. On sait que c'est aussi quelqu'un qui va au cinéma, qui réalise. Et quand on voit la pièce, là, on comprend exactement comment il l'aurait réalisé. C'est-à-dire que c'est comme si, en tant que metteur en scène, il avait appliqué son savoir-faire du cinéma. Oui. Et du coup, on a par moments l'impression de très gros plans
sur les acteurs. Je pense à un monologue que vous avez à un moment donné, où on est vraiment dans l'intimité de la mère, où elle se dévoile un peu plus. C'est aussi cette façon étonnante, sucrée-salée, un peu acide, de temps en temps, de nous faire comprendre que derrière la comédie, et c'est vraiment une comédie, il y a cette espèce de parcours et de partition tendre. Oui, et qui touche beaucoup, en fait, les gens. À la sortie, en général, ils disent on a bien ri, mais qu'est-ce qu'on a pleuré. Donc, il y a les deux en un, ce qui est quand même formidable. Merci Claire de faire partie de cette prochaine saison. Merci. Heureux de vous retrouver et que vous reveniez embellir le plateau du cadeau. Merci. Vous êtes trop bon, merci beaucoup. Je veux maintenant vous parler des spectacles Cadeau Plus. Je le dis tous les ans, les Cadeaux Plus, c'est une petite forme, c'est dans la salle Vitesse, c'est une intimité un peu plus forte. C'est ce que vous avez pu ressentir pour certains d'entre vous cette année avec le syndrome de l'oiseau et l'interprétation de Sarah Giraudot. Ce sont les moments où on a besoin que les artistes soient à fleur de peau et qu'on soit très proche d'eux. Et pour cela, je vous demande d'accueillir Julie Delarme, actrice. Bonsoir. Actrice et metteuse en scène ce soir, puisqu'elle vient nous parler de son spectacle Normal. Et je vais lui donner d'abord la parole en lui disant qu'est-ce qui vous a donné envie de passer à la mise en scène et de proposer ce texte ? Eh bien, ce qui m'a donné envie de passer à la mise en scène, c'est peut-être la rencontre avec ce texte, justement, qui réunissait des thématiques qui me sont très chères, à savoir la famille, le couple et l'identité. Et au-delà de ça, il y a l'écriture aussi très affûtée, vive, caustique de Jane Anderson, qui m'a poussée à me lancer dans cette aventure de mise en scène. Quand j'ai vu ce spectacle, je dois dire que ça faisait longtemps que je n'avais pas eu, vous savez, le syndrome du poil qui se redresse sur l'avant-bras. On découvre ce spectacle et on lui trouve une première qualité immense, c'est qu'il est original. C'est qu'on va au théâtre et que soudainement ce qui nous est proposé est si fin, si sensible, si déstabilisant qu'on est heureux d'être spectateur de ça. J'ai adoré votre distribution, vous pouvez nous parler d'eux ? Oui, alors c'était aussi ce grand bonheur dans cette aventure, c'était de réunir déjà, de créer une famille idéale, en tout cas pour ce spectacle. Et je l'ai trouvé à travers des comédiens dont j'admire le travail, mais aussi l'humanité. Et c'était une qualité absolument primordiale et requise pour incarner ces personnages. Il y a donc Lionel Abelansky, Guylaine Londez, Vincent Dognard, Jérémy Gillet, Colombe Ducrot, et j'ai aussi également eu la chance d'avoir la participation d'Hélène Vincent qui aussi intervient dans la pièce. Donc voilà, toute cette famille idéale sert au mieux la sensibilité et l'intimité profonde de ces personnages. Et on a plusieurs générations aussi qui sont sur le plateau, ce qui fait que cette histoire devient universelle et qu'elle peut vraiment toucher, que ce soit la génération des adolescents, des jeunes adultes, des cinquantenaires qui sont incarnés par le couple de Lionel et Guylaine Londez, et aussi à travers les grands-parents. Voilà. Et dans cette histoire, c'est une histoire de mutation,
de transformation, d'éclosion, en tout cas une espèce de libération qui a l'air de se passer au bout d'un moment, après peut-être 25 ans de couple. Il ne faut pas vous dévoiler, c'est comme un thriller, il ne faut pas vous raconter si c'est un Cluedo avec le colonel Moutarde dans la bibliothèque et le chandelier. Non, non, il faut surtout vous laisser bercer et vous dire que la famille la plus dysfonctionnelle peut se reconstruire sous vos yeux, parce qu'il y a un thème principal, c'est l'amour. C'est-à-dire qu'il y a de l'amour partout dans cette pièce. Des fois, les personnages ne le savent pas. Des fois, ils le savent, mais ils ont trop compté dessus. Et puis d'autres étaient sûrs que ça n'existait pas. Et ça existe malgré tout. Voilà, il y a l'amour. Et quand on parle d'amour, il y a aussi un mot-clé pour moi qui m'importe, c'est aussi la réconciliation. La réconciliation, c'est un chemin qu'on fait vers l'autre, qu'on fait aussi vers soi. Et il y a, en fait, ce qui me plaît aussi dans cette pièce, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour renaître à soi-même ou pour rencontrer l'autre. On peut très bien vivre 25 ans avec son conjoint et ne pas l'avoir réellement rencontré. Mais il arrive un moment dans la vie de chacun où on est obligé, il y a un élan vital qui nous pousse à être ce que l'on est. Et cette pièce, c'est ça, elle raconte comment on devient ce que l'on est, comment on est des identités mouvantes, permanentes, comment on est des work in progress, on est des chantiers en construction, et c'est ce qui nous rend aussi passionnants, tous, chacun, autant qu'on est, et avec toutes nos singularités. Voilà. Dans toute la saison que je suis en train de vous présenter, vous l'avez compris que ce fil rouge de la famille est quand même très étonnant. Il s'est imposé à moi. Et surtout, dans ces cas-là, si on voulait parler de cette famille-là, c'est un petit peu comme dans le tarot. Si vous jouez au tarot, c'est la carte de l'excuse. C'est-à-dire qu'une carte mystérieuse que vous allez venir découvrir avec ce spectacle normal. Et cette situation anormale et pourtant si tendre qu'on va accompagner au fur et à mesure, et le développement qui fait que par amour, des gens vont se retrouver et s'aimer encore plus fort. Merci beaucoup. Merci beaucoup Christophe. Pour le deuxième spectacle Cadeau Plus, je vais vous demander d'accueillir François Barluet. Cher François. Bonsoir. François est l'auteur d'une pièce étrange qui m'a été envoyée. Ça s'appelle Les collectionnistes. Et cette pièce nous parle de tout ce qu'on appelle l'origine des impressionnistes, de toute cette école de peintres qui a l'air d'appartenir si fort aux Français et qu'on revendique, les Monet, les Renoir, les Pissarro. Je voudrais savoir, cher auteur, qu'est-ce qui vous a donné envie de parler de cet univers ? J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'emmenaient quand j'étais petit aux puces ou dans les ventes aux enchères. Donc ça, c'est assez formateur. Et puis il m'a emmené une fois, c'était en 1974, une exposition au Grand Palais qui fêtait les 100 ans de l'impressionnisme. Et je dois dire que quand je suis arrivé dans cette exposition et que j'ai découvert tous ces tableaux de Monet, de Renoir, Pissarro, Sisley, j'ai été absolument
estomaqué et c'était un bouleversement. Et après, je n'ai cessé de m'intéresser à ces peintres, et notamment à un nom que je voyais souvent accolé à côté des toiles, provenance Paul Durand-Ruel. Alors je trouvais que c'était un très joli nom parce que c'était un nom composé, donc petit. Je trouvais que Durand-Ruel, ça sonnait bien. Et du coup, je me suis, quelques années plus tard, intéressé à ce personnage. Et j'ai découvert que c'était quand même un personnage, une personne hors du commun. Donc voilà, je me suis très vite intéressé à lui, à son histoire. Et sans lui, peut-être que nous n'aurions pas eu les impressionnistes. Paul Durand-Ruel étant le grand marchand d'art qui a pratiquement subventionné les artistes dont on parlait. Il leur a acheté leurs toiles, ce qui leur a permis de vivre. Et c'est aussi sa façon obsédée de collectionner qui a donné le titre de cette pièce. Mais derrière cet homme absolument passionné, il y a une femme, Jeanne, et c'est dans votre pièce le personnage le plus brillant, le plus pétillant, et aussi ce rôle pour une comédienne que vous avez écrit qui lui permet de briller tous les soirs. Alors oui, alors la chance, et vous le savez fort bien, puisque vous avez trouvé une comédienne qui est extraordinaire, qui s'appelle Christelle Reboul, qui interprète ce personnage de Jeanne Durand-Ruel. Alors j'ai pris une petite liberté avec l'histoire puisqu'elle était hélas décédée à l'époque, puisque la pièce se passe en 1874 au moment où les impressionnistes vont faire leur première exposition. Mais ce personnage de Jeanne voit débouler dans son appartement, chez elle, ses toiles de Monet, de Renoir, de Sisley, Pissarro, et elle ne partage pas tout à fait les goûts de son mari pour cette nouvelle peinture, ce qui provoque bien évidemment dans le couple quelques tensions. Mais c'est vrai que dès qu'on lit la pièce, on se rend compte que c'est un Feydeau moderne, c'est une grande comédie, ça va à 200 à l'heure, c'est très coloré. Il y a des personnages qui interviennent comme un jeune Auguste Renoir ou comme un journaliste très réactionnaire qui ne supporte pas l'arrivée de ces nouveaux peintres. C'est ce qui permet à la pièce d'avoir ce souffle et d'avoir une fois de plus, comme je le disais, cette comédie à la Feydeau qui permet que les portes claquent, que ça court partout. Ce rythme-là, c'était assez intéressant à travailler. Et pour vous, en écriture, comment vous l'avez envisagé ? Ça faisait vraiment des personnages qui étaient très amusants à camper et les faire dialoguer, c'était un bonheur parce que les critiques de l'époque étaient d'une violence inouïe puisque les journalistes ne s'empêchaient pas de les traiter d'aliénés, de fous, de déraisonnés. Enfin, c'était d'une violence épouvantable. Donc il y a ce personnage effectivement de journaliste qui arrive avec son opinion toute faite sur cette peinture qu'il trouve totalement absurde. Et puis le personnage de Renoir aussi qui est dans cette pièce. Voilà, je trouvais ça très intéressant parce que il est jeune à l'époque et il est là, il est plein d'espoir sur sa peinture. Je me mets à sa place quand il a découvert les premières critiques où on disait que c'était vraiment des horreurs absolues. C'était terrible. Donc il est dans un état vraiment proche du suicide. Jeanne est là, Paul Durand-Ruel est là également pour essayer de le soutenir. Voilà, ce sont vraiment des personnages que j'ai trouvé vraiment intéressants à camper. Et voilà, et j'ai eu la chance d'avoir effectivement un metteur en scène qui m'a trouvé des comédiens absolument formidables. Vous aurez tous conscience que c'est assez rare une pièce qui parle de l'arrivée d'un nouveau courant artistique. Et les nouveaux courants artistiques ne sont pas si fréquents. En 1874, ça a révolutionné les salons. Ils ont été rejetés plusieurs fois, ils ont réussi à s'imposer. Et Paul Durand-Ruel, par sa ténacité, a réussi à rendre les impressionnistes aussi puissants et aussi internationalement reconnus. Donc cette pièce, elle a ça de formidable, c'est qu'à la fois elle parle de l'intimité des artistes et des collectionneurs, mais elle parle aussi de tout ce courant artistique et ce souffle moderne qu'a parcouru Paris en 1874. Je vous rappelle que le mot impressionniste vient d'une critique, d'un critique d'art qui disait qu'il avait été fortement impressionné et qui a fait ce jeu de mots sans doute... Puisque je suis impressionné, c'est qu'il doit y avoir de l'impression là-dedans, a-t-il écrit. Voilà. Merci beaucoup. Mais c'est moi qui vous remercie. Bonne fin de soirée.
Et oui, toutes les cloches du Loiret vont sonner sur le passage de nos cars. C'est le moment où je vais vous parler de tout ce qu'on développe dans le département. C'est le moment aussi où je remercie le soutien du conseil départemental. C'est le moment où je vous rappelle qu'il y a un nombre incroyable de circuits dans tout le département de Artenay, de Gien, de Pithiviers, de Beaugency et de toute autre ville. Si vous avez envie de venir au théâtre, mais si le transport vous paraît compliqué, nous avons des moyens pour faire venir les spectateurs et les raccompagner évidemment chez eux. Et pour que ces spectateurs rentrent un peu moins tard, dès la saison prochaine, et afin que les soirées théâtrales durent plus longtemps à Orléans, nous allons jouer les spectacles de 20h30 à 20h. Nous sommes tous d'accord que les spectacles de 19h se joueront à 19h, que les spectacles de 15h se joueront à 15h, mais que les spectacles de 20h30 se joueront à 20h. Pourquoi? Parce que c'est trop difficile à l'issue du spectacle de trouver un endroit pour aller boire un verre ou pour manger un petit bout. Donc c'est pour donner l'occasion de s'égayer dans la ville et aussi à nos amis qui sont en car de rentrer un peu plus loin, car certains d'entre eux mettent plus d'1h30 pour rentrer. Donc ça nous permet d'harmoniser la soirée. Ça permet aussi aux personnes qui travaillent de ne pas avoir besoin de trop de temps avant d'attendre le spectacle. Et à la sortie de leur travail jusqu'au spectacle, il y a beaucoup moins d'espace. Voilà. Donc j'espère que vous l'aurez bien noté, on vous le rappellera. Et une fois de plus, remercier et saluer toutes les possibilités que nous offre le conseil départemental en ce qui concerne le hors-les-murs. L'année dernière, on a joué le spectacle de Marivaux, l'île des esclaves, dans différents endroits qui n'étaient pour certains pas des théâtres, mais qui nous ont donné l'occasion d'aller à la rencontre de nouveaux publics et de faire connaître aussi la mission du cadeau. L'autre petite chose dont je voulais vous parler, c'est le cercle. Les gens que vous voyez autour de moi, et je ne vais pas les remercier maintenant, font partie du cercle. Ce sont des spectateurs qui ont eu envie d'avoir un tout petit peu plus d'expérience que le simple plaisir d'être dans la salle et de regarder le spectacle. Les spectateurs qui font partie du cercle ont 3 rencontres autour de l'artistique dans la saison, ainsi qu'un spectacle surprise. Le spectacle surprise, ils ne sauront pas du tout ce qu'ils viennent voir, mais ils ont eu le plaisir d'y applaudir Claude Brasseur, Jacques Weber, Annie Dupéret, Maxime Daboville et d'autres. C'est un moment étonnant de partage. Et l'année dernière, par exemple, sur le spectacle des collectionnistes, eh bien, le cercle et les membres du cercle sont venus à la rencontre de l'auteur, à une lecture avec les artistes, à des rencontres avec les créateurs de costumes, de décors, de lumière et de musique, et surtout sont venus au nombre de 200 à l'avant-première parisienne, ce qu'on appelle une couturière, au Théâtre Montparnasse, et je les en remercie parce qu'ils ont été une force vive pour notre création, et ils nous ont accompagnés de leur générosité et de leur regard. Et les âmes noires qui m'entourent, et qui sont sans doute des âmes de théâtre, ont aussi fait cette démarche pour fouler le plateau d'Orléans et pour essayer de s'expérimenter un peu plus. Et c'est pour ça qu'on les appelle des spectateurs, jeu de mots, parce que ça leur permet, pendant le week-end où nous avons travaillé, le week-end dernier, de réfléchir à tout ce qu'est la proposition théâtrale, depuis le plateau, les lumières, l'installation du décor, jusqu'à sonner les matines. Merci. C'est sur cette musique
d'Agathe Royal, que je voudrais une fois de plus remercier Cyril Giroux, qui vous a... qui vous a proposé tout ce qu'un compositeur peut avoir dans son imaginaire pour accompagner différents spectacles, et des spectacles aussi différents que de l'écriture contemporaine, des grands classiques, ou la débauche baroque d'une Catherine Jacob dans Agathe Royal. Je voudrais remercier évidemment, une fois de plus, nos spectateurs qui créent un rideau sur le plateau et appeler nos artistes de la saison prochaine à venir les retrouver. Ils sont partis en fait. Voilà. Merci. Ah, il y a une petite lenteur, hein, on va dire. Merci de les applaudir. Et une dernière petite chose, à la sortie du spectacle, parce que j'avais envie que vous ameniez les saveurs du théâtre chez vous et que vous vous rappeliez aussi certaines effluves des spectacles que vous avez vus, nous avons créé, avec les cafés Jeanne d'Arc, une cerise sur le cadeau, qui est une infusion que vous pourrez déguster à la sortie, en froid ou en chaud, en tout cas des effluves d'intimité et de souvenirs une fois de plus. Merci beaucoup, à la saison prochaine. Et n'oubliez pas de profiter de tout l'été pour aller dans les festivals, aller voir les spectacles dans toutes les régions. Il y a des spectacles qui se jouent dans tous les lieux et accompagner la création et le spectacle vivant de vos applaudissements. Merci. Allez, par là.